Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Il y en a un qui est content en maudit puis qui va prendre un bon gin tonic ce soir. C'est Éric Kerr, parce que soudainement, aujourd'hui, personne va parler de lui. Le pape est sous respirateur artificiel et les États-Unis viennent d'abandonner officiellement la défense de la démocratie. Je ne pensais jamais voir ça de mon vivant. Tantôt, dans la salle de rédaction, ici, il y avait des journalistes du Journal de Montréal, il y avait des journalistes de 24 heures, il y avait des gens d'LCN, il y avait des gens de Cube. On était tous rivés à la télévision. Ça me faisait penser à cette journée lorsqu'on regardait méduser les tours du World Trade Center tomber. Tous les gens rivés devant la télé en regardant ça, en disant « Wow, on voit l'histoire en direct ». C'est ce qui s'est fait. Il n'y a aucune tour qui est tombée, mais il y a une tour symbolique qui vient de tomber. Écoutez, je suis peut-être idéaliste, j'ai peut-être trop vu de films sur la Deuxième Guerre mondiale, mais je croyais que les États-Unis, oui, malgré tous les défauts de ce pays-là, je ne suis pas naïf, je sais que ce pays-là a fait de nombreux coups fourrés au fil des années, qui ont mis en place et qui ont appuyé des dictatures en Amérique du Sud, par exemple. Bon, il faut pas être naïf, mais je croyais quand même que les États-Unis se tenaient encore debout contre les dictatures, contre les tyrannies, et qu'ils aidaient les petits pays démocratiques qui luttaient courageusement contre des régimes tyranniques qu'ils avaient envahis. Donald Trump, accompagné de son capot J.D. Vance, s'est comporté de façon tout à fait odieuse avec Volodymyr Zelensky, qui était dans le bureau ovale. C'était comme si c'était lui qui avait des comptes à rendre parce qu'il avait osé envahir la Russie. J'entendais à LCN Antoine Robitaille qui disait « C'est comme si le 8 décembre 1941, on avait blâmé les États-Unis d'avoir attaqué le Japon. » C'était exactement ça. On avait l'impression de voir deux gangsters, littéralement deux gangsters qui disaient à Zelensky « Écoute, là, tu te mettras pas dans le chemin entre nous et tes minerais précieux et l'argent qu'on peut avoir. » Et je peux comprendre qu'il y a des Américains qui disent « On a donné 350 milliards à Zelensky, il ne pourra jamais battre l'armée russe. À un moment donné, il va falloir trouver une porte de sortie. » Je peux comprendre ça. Mais ça se négocie premièrement derrière des portes closes. Et deuxièmement, ça se négocie avec respect. Tu es devant un gars qui, depuis 3 ans, se tient courageusement debout contre un des pires régimes autoritaires de la planète. Tu lui dis merci, tu lui dis respect, tu lui dis chapeau. Après ça, tu dis, bon, maintenant, monsieur, est-ce qu'on peut trouver une porte de sortie? Est-ce qu'on peut discuter ensemble? De faire ça devant des caméras, je trouve ça absolument épouvantable. De le traiter de cette façon-là, je trouve ça d'une tristesse et extrêmement inquiétant. Et s'il y a des gens, et moi, le discours, oui, mais vous savez, Trump, faut pas le prendre au pied de la lettre, puis il dit une chose, mais il fait le contraire, puis c'est un stratège, puis finalement, c'est the art of the deal, etc. Non, regardez, non. Maintenant, les dictateurs de la planète, vous pensez pas qu'en Chine, ils sont pas en train de se faire des high five? Vous pensez pas qu'en Russie, ils sont pas en train de se faire des high five? Ils ont un ami. Ils ont un complice à la Maison-Blanche. Ce gars-là traite des gens qui se battent pour la démocratie de façon odieuse et se met à genoux devant les pires dictateurs de la planète. Ce qu'on a vu, c'était hallucinant. Il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « c'est surréaliste ça ». Et savez-vous ce qui est le pire là-dedans? Ce qui est le pire, c'est que je suis sûr qu'il y a plein d'Américains qui disent hey, « il a dit, il a parlé dans le casse ». Ça fait 350 milliards qu'on y envoie, ce Christy-là. Là, à un moment donné, vas-tu comprendre qu'il ne gagnera jamais? Puis c'est parfait. Moi, c'est drôle.
Moi, je trouve que, comme mon ami Alex ici me dit tantôt, je trouve que c'est un héros, Zelensky, d'avoir gardé son sang-froid devant quoi que le non-verbal parlait. Là, il regardait Donald Trump et on sentait qu'il avait le goût de sauter à la gorge et en même temps, qu'il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas et il secouait la tête en disant « Est-ce que j'entends vraiment ça, là? » Je viens demander l'aide des États-Unis, tout ça, pour essayer de se sortir de ce bourbier de façon honorable, en gardant la tête haute. Et je suis accueilli comme un écœurant. Puis c'est vraiment là, 2 bullies, Alex, qui faisaient un shakedown là, dans une école. Le 2 bullies, il y en a un qui le tenait, l'autre, il faisait dans le ventre en disant « Donne-moi ton argent de lunch ». C'était une scène, mais complètement hallucinante, à laquelle on a assisté. Puis t'as raison, Richard. À un moment donné, quand tu vois, puis c'est déjà arrivé, puis je vais t'en lire quelques réactions du côté russe. Quand les médias russes, puis l'establishment russe se réjouit de ce qui vient de se passer dans le bureau ovale, t'es pas censé prendre ça comme un signe de « Hey, ça s'est super bien passé, tout ça ». C'est une dictature qui, depuis des années, au-dessus d'une décennie, alimente les démocraties occidentales de propagande sans cesse. Il y en a eu des enquêtes, des rapports d'ingérence étrangère, des bots de désinformation sur des pages Facebook, même pendant ici, là, quand on avait des oppositions aux mesures sanitaires, je pouvais voir des bots russes à l'ouvrage pour essayer de déstabiliser nos démocraties. Puis là, ben c'est l'aboutissement de tout ce pourquoi ils ont travaillé. Ils ont un président américain qui dit haut et fort que l'Ukraine, c'est pas elle qui se fait envahir, qui sont pas l'agresseur. Il a répété ce mensonge-là dans le bureau ovale tout à l'heure. Et là, il arrive quasiment avec un papier en disant « Tu vas signer là, mon gars, ou sinon on va le faire saigner du nez ton nez. » Il l'a dit. Si tu signes pas, nous autres, on retire notre aide, puis t'es fini. Mais tu vas te faire écraser par ton ennemi. C'est des mots qu'il a utilisés directement. Conclure un accord avec la Russie ou nous vous laissons tomber. C'est les mots que Trump a utilisés. Tantôt, il a dit aussi les mots il dit, ben vous aviez juste, you've put yourself in a very bad position. Vous vous êtes vraiment mis dans la merde. Comment tu te fais mettre dans la merde si tu te fais attaquer? Mais comment ça peut être toi? Pourquoi avoir négocié cette entente-là? Ils s'assoient avec Poutine, ils arrivent à une entente. Là, ils disent, bon, on va essayer de convaincre Zelensky de le signer. Mais tu fais ça derrière des portes closes. Tout diplomate dirait, ne serait-ce que par respect, voyons donc, mais faire ça devant les caméras. Mais oui, mais là, ça envoie un message peut-être justement à leurs alliés russes. Le Dmitri Medvedev, premier ministre russe, pas le président, c'est Vladimir Poutine, mais un premier ministre, dit, puis là, je lis son tweet directement, « The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office and Donald Trump is right. » The insolent pig. Le cochon insolent, en parlant de Zelensky. C'est la Russie. Ce premier ministre-là n'est pas élu comme il faut. Ce ne sont pas des vraies élections qui se tiennent en Russie. Et pourtant, ça se rend jusqu'au bureau aval. Il n'y a plus juste Donald Trump. Il n'y a plus juste J.D. Vance qui sont ensemble dans cette réalité parallèle, alternative et étrange, dans laquelle ils ont l'air d'être tout seuls à vivre. Il y en a d'autres. Puis là, j'entends depuis tout à l'heure des réactions du côté républicain, Richard, mais qui sont complètement déconnectées de la réalité. Lindsey Graham, sénateur républicain, qui est sincèrement un homme qui est tellement profond dans les fesses de Donald Trump, ça n'a pas de bon sens. Là. J'essaie de trouver un autre terme pour être délicat et gentil, mais un licheux de bottes, je vais le dire gentiment comme ça, était à la télé tantôt pour essayer de justifier ce qui vient de se passer pour le camp républicain. Puis ce qu'il a trouvé à dire, c'est il dit Moscou doit avoir vraiment peur en ce moment, tout comme le reste de nos ennemis. Vraiment peur? As-tu ouvert Twitter? Ils se réjouissent, ils se font des high-five ensemble, sont de la meilleure humeur qu'ils peuvent être parce que toute la désinformation qu'ils emploient depuis des années se rend là. Et là, la Chine vient d'avoir le feu vert. La Chine qui est tentée d'envahir Taïwan vient d'avoir le feu vert, là. C'est là, en disant, OK, bon, on va y aller parce que les États-Unis, ils ne nous mettront pas à notre place. Là. Ils se rendent bien compte, effectivement, que les élites américaines, les autorités américaines en ce moment sont tellement déconnectées, puis il y a tellement de choses. Tu sais, on dit choc et stupeur. Aux États-Unis, il se passe tellement d'affaires à la minute, en volume, au pied carré, de décrets de Elon Musk pas élu qui signe lui-même des propres contrats pour ses propres compagnies à coups de milliards tout en coupant dans l'appareil américain. On pourrait aller longtemps là-dedans. Mais j'aime bien que tu sortes ce nom qu'on avait donné là, à l'opération militaire en Irak, là, choc and stupeur. Ouais, shock and awe. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement... Écoute, c'est drôle, tu mets les mots sur ce que j'ai ressenti en regardant la télévision. Choc et stupeur. Puis pour ceux qui trouvent que 350 milliards, ou peu importe le nombre, là, parce qu'en passant,
l'Europe a mis plus d'argent que les États-Unis, si on les met tous ensemble, là, dans le conflit ukrainien en assistance de tout genre. Les États-Unis, là, pour ceux qui trouvent que 350 milliards, c'est beaucoup, pour les États-Unis d'Amérique, cet argent-là, savez-vous combien ils ont mis pendant la guerre froide, puis depuis la guerre froide, pour s'assurer d'un équilibre de pouvoir puis de la protection de l'Europe face à l'Union soviétique à l'époque, puis à la Russie? Bien plus que ça. Oui. Puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Puis la politique américaine, ça n'a jamais été une question de combien de... Ouais, c'est-tu cher ou c'est pas cher? C'est non. Combien il faut envoyer? Parce que les États-Unis étaient le gendarme du monde, puis qu'on aime ça ou pas, mais étaient capables d'aller maintenir des démocraties comme celle-là en place. Une démocratie se fait attaquer. Tous les pays ont rejoint tout ça. Les sanctions ont été imposées. Mais là, soudainement, on décide de réécrire l'histoire. C'est horrifiant autant que c'est fascinant à regarder. On va en parler beaucoup, mais pas seulement que de ça. On a d'autres entrevues sur d'autres sujets, mais c'est sûr qu'on va revenir parce que c'est historique. C'est littéralement historique. Il y a un virage qui a été entrepris aujourd'hui devant les caméras du monde entier. On va en parler, mais nous, un petit sourire sur le visage. Stéphanie, tu vas parler de la montre Apple Watch. Oui, tout à fait. Et de hockey. Oui, et de hockey, c'est rare que je parle de sport, mais les sportifs, les crinqués, là, ils ont tous des montres spécialisées, là, qui peuvent faire plein d'affaires. Moi, je me rappelle, ma meilleure amie m'avait mandaté d'aller chercher une montre. Là, je dirais pas le prix, mais c'était dans les 4 chiffres. Là, j'étais là, est-ce que tu me niaises? Là, j'étais là, non, mais là, j'étais là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle peut te livrer à manger, tu sais, comme une montre à ce prix-là. Puis elle me disait, non, mais tu sais, elle peut aller plus loin dans les profondeurs de l'eau. Puis j'étais comme, OK. Hey, j'étais sortie du magasin. Elle plonge jusqu'où, ton ami? Mais là, écoute, moi-même, je me pose la question. Mais j'étais sortie du magasin avec mon précieux, là, puis j'étais comme, mon Dieu, faut pas que j'aille d'accident d'auto. Tu sais, quasiment à la limite avec un nouveau-né, là, que tu veux absolument te rendre à la maison en toute sécurité parce que je voulais pas l'égratigner, là. Il y avait aucune chance que j'y rembourse cette montre-là. Donc, il y a les crinqués qui se procurent ce genre de montre-là. Mais là, la montre d'Apple, la Apple Watch, va avoir une belle publicité, justement, en fin de semaine parce que Apple vient de signer une entente avec la LNH. La Apple Watch va jouer un rôle crucial pour les arbitres. Demain, il y a un match entre les Blue Jackets de Columbus et le Red Wings de Détroit. Ça se déroule à l'extérieur. Puis, tu sais, t'as pas le même équipement que dans un stade. Tu sais, t'as pas nécessairement le tableau de pointage au centre de la glace et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La Apple Watch a créé une application spécialement pour les arbitres qui sera utilisée pendant la partie. Donc, via la montre, ils vont recevoir les comptes à rebours du temps de jeu restant, le temps restant pour les pénalités, les numéros des joueurs qui sont sur la glace à un moment donné. Donc, tout ça directement au poignet. Ça va leur permettre de rester concentrés sur l'action. Donc, je pense que c'est vraiment une belle entente que les deux ont signée pour les arbitres qui vont pouvoir utiliser ça maintenant. Puis, tu sais, communiquer entre eux aussi, là, entre les arbitres. Là. À partir de là, on a fait évidemment déjà quelques tests pour s'assurer que ça fonctionnait bien. Mais là, l'entente est signée. Donc, vous saurez maintenant qu'est-ce qui est au poignet des arbitres qui sont sur la glace pendant les matchs. Ben, merci beaucoup. Alex va bien sûr suivre tout ce qui s'écrit, tout ce qui se publie là, et pendant l'émission, tu vas venir nous parler là, justement peut-être des réactions en Europe. J'ai très hâte de voir ce que Macron dit ici. Moi, Richard, je ne peux pas croire, sincèrement, que Justin Trudeau là, n'aille pas prendre la parole publiquement pour, encore une fois, s'accoler plus à Zelensky. Il le fait, mais jamais devant les Américains. Les tarifs, M. Trump va y mettre de toute manière. Maintenant, il faut s'aligner avec les derniers alliés qui nous restent. Et tu as vu le premier ministre britannique là, de l'Angleterre, on lui avait posé une question sur le Canada, puis il semblait dire, écoutez, on a des bonnes relations avec les États-Unis, puis commencez pas, on n'a pas parlé du Canada, puis commencez pas à essayer de semer la chicane entre moi et M. Trump avec cette histoire. Puis là, Trump, il a comme quasiment coupé la parole. On dit, c'est correct, ça c'est là. Ça, c'est vient de finir. En tout cas, assez particulier. Donc, on va se reparler, bien sûr, Alex. Ouais. Merci.